Bonsoir et bienvenue, nous sommes le lundi 4 avril, c'est parti pour une demi-heure d'actualité mosellane. Voici les titres. Face au vieillissement de la population, l'autonomie des personnes âgées devient un enjeu de société. Nous vous emmènerons à Thionville où une toute nouvelle résidence senior vient d'ouvrir. Le carnaval de Hagondange faisait son grand retour ce dimanche. 30 000 personnes sont venues admirer les chars réalisés sur le thème de la bande dessinée. Nous y étions. Metz Handball en route pour le Final Four. Les Dragons se sont brillamment qualifiés ce samedi. Nous vous referons vivre cet événement du point de vue des supporters. La météo, demain le ciel sera gris, quelques petites averses sont à prévoir. Les températures seront fraîches le matin jusqu'à 5 degrés et l'après-midi jusqu'à 9 degrés. Enfin, Baptiste Deveau sera en plateau avec moi pour évoquer les résultats sportifs du week-end. Mais tout de suite, l'actualité. Et nous commençons avec cette information météo. Vous l'avez sûrement remarqué, cette nuit, le thermomètre est descendu bien bas, tellement bas qu'il a battu un record. En effet, selon Météo France, cette nuit de dimanche à lundi a été la plus froide depuis 1947 pour un mois d'avril. Il a gelé dans plus de 90% du pays, les températures atteignant moins 10 degrés dans certaines régions. Je vous le disais en titre, face au vieillissement de la population, l'autonomie des personnes âgées devient un enjeu de société. Sur ce sujet, les résidences seniors séduisent de nombreuses familles, proposant des appartements privatifs et des services adaptés. Un engouement qui se confirme à Thionville, où une nouvelle structure vient d'ouvrir ses portes. La peinture des jardins d'Arcardie est encore fraîche, mais 45 logements sont d'ores et déjà loués. Petit tour du propriétaire avec Fanny Bragard. Avec sa terrasse panoramique, cette résidence senior a tapé dans l'œil de Yannick et Florie. À seulement 10 minutes à pied du centre-ville thionvillois, elle abrite 101 logements locatifs, du studio aux 3 pièces, un cadre de vie adapté et sécurisé pour leur père qui, à 73 ans, ne pouvait plus vivre seul chez lui. On est tous dans le coin, on a grandi pas loin, donc on a tout près et lui il sera pas loin de nous et puis c'est quand même... C'est bien encadré. Et puis qui reste autonome s'il veut sortir, se balader, aller son kebab du soir. Voilà, c'est une bonne transition, c'est vrai. Il a tout à proximité, son cardiologue. Rassurés par le dispositif de téléalarme qui équipe les résidents, les familles retrouvent un peu de quiétude. C'est une très bonne transition pour lui, je pense. Ouais. Et pour nous. Ah oui, voilà. Pour nous aussi. Voilà. Et pour son chien, parce qu'il va garder son chien avec lui. Pour 1 200 € par mois, le patriarche résidera dans un T2 de 45 mètres carrés, agencé pour répondre à ses besoins présents et futurs. Donc là, on est dans le séjour et la cuisine. On a un petit cellier sur la partie à l'entrée, un grand placard à l'entrée et une chambre individuelle normale de taille classique avec la salle de bain. Salle de bain qui est tout équipée, qui est donc douche à l'italienne pour préserver toujours l'autonomie des personnes. Proposés meublés ou vides, les appartements disposent tous d'un balcon, mais l'ADN des jardins d'Arcadie réside dans ces espaces communs. Atrium, bars et restaurants permettent à ceux qui le souhaitent de sociabiliser. Moi, je trouve que c'est un bon compromis justement entre l'EHPAD et une totale autonomie chez soi. Des personnes vieillissantes qui, des fois, ont quand même besoin d'un soutien, d'une surveillance, mais qui n'ont pas de soins médicaux à avoir énormes ou quoi que ce soit. Ça permet une bonne transition. Pratique et fonctionnel, cet habitat senior propose une palette de services et d'animations pour permettre aux retraités de profiter un maximum de la vie. Les résidents peuvent même y accueillir leurs proches pour de courts. Ce dimanche, à l'Aérogare, 250 personnes sont venues assister à un concert en soutien à l'Ukraine, un événement organisé par l'association Échange Lorraine-Ukraine, rassemblant 16 artistes locaux. L'argent récolté permettra de financer des produits d'hygiène alimentaire, sanitaire, selon les besoins estimés par les bénévoles qui œuvrent dans le pays. Vous pouvez voir un petit extrait. Croire qu'il y a bien plus beau, c'est pour vous faire voir le monde et ses défauts. Une place. Oh, 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 oh. Le temps d'y croire. Oh, 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 oh. Dernière fois.
Et après 2 ans d'absence, le marché au vin des plus beaux villages de France a fait son grand retour ce week-end à Rodemack. Pour cette 23e édition, le marché s'est installé dans le gymnase de la commune, mais cela n'a pas empêché les vins vignerons d'Alsace, de Provence et de Moselle de proposer leurs meilleurs vins à la dégustation et à la vente. Reportage Emma Facchetti. Alors moi je dirais que c'est du blanc. Alors on peut regarder ? Oui, allez-y. Yes. Différencier un vin blanc d'un vin rouge, les yeux bandés, en étudiant sa texture, son odeur et ses arômes, cet exercice n'a plus de secret pour cette amatrice de vin. J'aime le vin et j'aime bien les vignes et j'aime bien toute l'histoire des vignerons et donc c'est un intérêt aussi qui n'est pas juste boire la bouteille. Pour faire son bonheur et celui des zénophiles, 20 vignerons ont fait le déplacement d'Alsace, de Provence, de Bourgogne et même de Moselle pour proposer une centaine de crus. Du rouge au blanc en passant par le rosé, il y en a pour tous les prix et tous les goûts. C'est essentiellement des vignerons des plus beaux villages de France. Donc ça c'est le premier critère très important. Et en plus nous avons décidé d'inviter 4 Mosellans, 4 viticulteurs du territoire qui se trouvent aujourd'hui parmi nous. Si certains sirotent quelques verres avec modération, d'autres en profitent pour approvisionner leur cave. On est venu racheter du vin qu'on connaissait déjà. Et voilà, et puis découvrir éventuellement de nouvelles choses. Je viens essentiellement chercher du vin rouge, parce que je suis alsacien, donc je connais les vins de Moselle, les vins d'Alsace, et je cherche essentiellement des vins rouges tanniques, avec des cépages particuliers. À l'occasion de cette 23e édition, le marché au vin des plus beaux villages de France a mis les petits plats dans les grands, en proposant une kyrielle d'activités, dégustation à l'aveugle, ouverture d'une bouteille sans tire-bouchon, et marché du terroir, un moyen d'attirer de nouveaux publics et faire le bonheur de ce vigneron certifié AOC Moselle, expert en vin blanc et habitué du salon. Le salon ouvre sur une clientèle très différente de ce qu'on a habituellement. C'est-à-dire qu'on va retrouver quelques personnes du coin qu'on ne trouve pas par chez nous parce que nous on est du côté de Metz. Mais en plus de ça, ça va faire venir des personnes qui viennent soit d'Allemagne, soit du Luxembourg. Et ça, en règle générale, on ne les côtoie pas. Au total, plus de 950 visiteurs se sont promenés dans les allées du marché. C'est 20% de moins que les années précédentes. Marché de l'artisanat, chasse aux œufs, carnaval, à Gondange et Florange était en fête ce dimanche. Costume et bonne humeur obligatoire. Alicia Iblot et Emma Facchetti nous refont vivre cette journée bien loin de toute autre préoccupation. Après 2 ans d'absence, le carnaval d'Agondange a fait son grand retour pour le plus grand bonheur de ses 30 000 spectateurs. Une 50aine de chars a défilé toute l'après-midi dans les rues de la ville. À l'occasion de cette édition, placée sous le signe des dessins animés, certains spectateurs ont enfilé le costume de leur héros préféré, Maya l'abeille, Minnie Mouse, Woody de Toy Story et même les Schtroumpfs. Un carnaval haut en couleurs, en musique et confettis, une ambiance festive qui a séduit petits et grands. Le fait qu'il y a un peu d'ambiance, c'est festif et puis il y a le soleil en plus. On vient tous les ans, au même endroit. Il y a toujours plein de monde, c'est varié, il y a différents pays qui sont là et c'est une super ambiance. J'aime bien les instruments et les chars aussi. Après la grande parade, place au défilé des machines de nettoyage pour tenter d'aspirer un maximum de confettis. À quelques kilomètres de là, à Florange, les déguisements étaient aussi de sortie. Comme chaque premier dimanche du mois, le marché de l'artisanat s'est installé sur la place François Mitterrand. À 2 semaines de Pâques, les artisans locaux ont exposé leurs créations sucrées, tissées et boisées, en forme d'œufs et de lapins, comme celle de ce menuisier. Je fabrique des lapins, je recycle des palettes, des panneaux de meubles qu'on me donne ou que je récupère. Quel lapin comme ça, le temps que je le trace et que je le découpe, j'en ai pour une petite demi-heure. Sur les stands des artisans, des petites formes ovales et colorées s'affichent au milieu des créations. Un objet recherché par ces enfants de moins de 5 ans et leurs parents. Ensemble, ils participent à une grande chasse aux œufs. 4 couleurs différentes. Très bien. L'objectif, trouver 4 œufs de couleurs différentes pour avoir le droit de repartir avec un sachet de chocolat. Une activité familiale que cette maman attendait avec impatience depuis la crise sanitaire. Pour passer un moment en famille, occuper les enfants le dimanche, c'est des moments qui nous ont manqué et qui rappellent un petit peu la vie d'avant. Au total, 200 œufs ont été dissimulés sur les différents stands des artisans locaux, un chiffre important qui promet à coup sûr de faire des heureux.
Ce week-end, c'était les journées européennes des métiers d'art. Pour l'occasion, près de 2500 artisans et artistes ont pu exposer leur savoir-faire auprès du grand public. À Niederwiller, près de Sarrebourg, l'ancienne faïencerie du village a abrité 2 journées d'animation sur le thème des arts du feu, du verre et de la terre. Reportage Ghislain Schumacher. Le temps d'un week-end, Eric a déménagé son atelier sous les yeux du public. L'artiste s'apprête à teindre ses pièces de bronze en les badigeonnant d'acide et en les chauffant à haute température. Cette technique se nomme la patine. La patine du bronze permet de vieillir prématurément le bronze. Parce que si je le laisse comme ça met plusieurs années avant d'avoir le vert de gris, comme les monuments de Paris. Donc, une fois que la pièce est froide, je la peins tout simplement. Enfin, je passe l'éosine par-dessus, sur le verre. Une fois que ces pièces ont pris leur couleur, Eric vient les placer sur l'une de ses œuvres, commandée par une collectivité locale. Au-delà du sculpteur, les visiteurs ont pu admirer le travail de restaurateurs d'art ou encore de céramistes. Régine exerce son activité en Moselle Sud depuis près d'1 an. C'est la première fois qu'elle fait face à autant de spectateurs. C'est un vrai partage, parce que pour moi c'est une vocation de travailler la terre, une de mes vocations. Et travailler la terre, ça rend humble. Alors, le fait d'être entouré, voilà, je partage également ceci. Entre les mains de Régine, ce bol en argile prend forme en quelques minutes. Ce travail de la terre a fasciné Sandrine et Rodrigue, venus des Vosges, pour admirer le spectacle. J'aime beaucoup tout le travail de la matière, alors que sur la poterie, le verre, la céramique, quand on les voit faire, c'est formidable. Hein. C'est formidable, ça donne envie de faire pareil. Hein. Les ateliers auxquels j'ai pu assister m'ont déjà vraiment intéressé. C'est important de voir l'artisanat local. Cet événement a également pour but de transmettre l'histoire du travail de la terre et du verre sur le territoire de Sarrebourg. Il abritait autrefois de nombreuses cristalleries et faïenceries, dont celle de Niederwiller. Le site datant du XVIIIe siècle a été dernièrement rénové. Bientôt la fabrication de faïences devrait reprendre dans ces lieux, mais d'autres projets sont en cours. Nous avons aussi postulé pour racheter le site de Valeristal, berceau du cristal de notre territoire. Et nous aurons aussi l'occasion de faire revivre cette activité autour toujours des arts du feu. Tout au long du week-end, des artistes ont reconstitué le four de la faïencerie avec de l'argile et des bouteilles. Un véritable spectacle de chaleur et de lumière, symbole du savoir-faire local qui n'est pas près de s'éteindre. Et nous entamons la dernière ligne droite de l'élection présidentielle. À 7 jours maintenant du premier tour, Marine Le Pen, candidate du Rassemblement national, était en meeting vendredi soir à l'espace des anciennes forges de Stirin-Wendel. Plus de 900 personnes ont fait le déplacement pour assister à son avant-dernier meeting. Reportage. Vous tous issus de cette terre de Lorraine, si valeureuse, si chaleureuse, si courageuse, et je le dis du fond du cœur, si française. Pour son avant-dernier meeting, Marine Le Pen a choisi de faire étape dans le bassin houillé de Moselle. Une façon de s'affirmer comme la candidate du peuple, dit-elle. Tout l'état-major du Rassemblement national, dont Jordan Bardella, était présent pour soutenir la candidate et séduire les électeurs et les indécis à moins de 10 jours du premier tour des élections. Les enjeux, c'est de mobiliser nos électeurs à maintenant quelques jours d'une élection présidentielle que Marine Le Pen peut remporter, puisqu'elle est donnée à quasi-égalité avec Emmanuel Macron, gagnant dans la marge d'erreur au second tour. Ce qui veut donc dire que si le peuple vote, le peuple gagne. Et que ce sont les abstentionnistes qui feront réélire Emmanuel Macron. Donc il faut voter, c'est le message qu'on est venu passer aujourd'hui. Dès le début de son discours, prononcé dans une salle de 900 personnes pleine à craquer, la candidate de l'extrême droite n'a pas pu s'empêcher de tacler son adversaire Emmanuel Macron en évoquant l'actualité du moment, l'affaire McKinsey. Pour 497 000 €, on a payé une étude pour réfléchir sur les évolutions du métier d'enseignant. Mais les professeurs ne seraient-ils pas assez compétents et impliqués peut-être pour avoir une analyse sur le sujet ? Puis retour à son programme, suppression de l'autorisation de séjour pour tout étranger n'ayant pas travaillé depuis 1 an, baisse de la TVA sur les carburants, le fioul, le gaz et l'électricité, mais aussi suppression de l'impôt sur le revenu pour les jeunes de moins de 30 ans, des idées qui séduisent quelques curieux. Je venais de base seulement pour découvrir le programme et tout, je venais sans a priori quoi, je voulais juste savoir. Le fait qu'elles veulent baisser le prix de certains produits, je trouve ça bien. Moi j'ai 42 ans et j'avais jamais voté. Et du coup j'ai pris tous les programmes, j'ai tout lu et la seule qui disait des choses cohérentes, c'était Marine Le Pen. Donc c'est pour ça que je me suis décidé pour la première fois de ma vie
d'aller voter pour Marine Le Pen. En marge de l'événement, une dizaine de personnes ont distribué près de 700 tracts devant les portes du meeting. Nous, on trouve qu'il ne devrait pas y avoir d'espace pour laisser ce genre d'idées dégueulasses s'exprimer. Donc on est venu informer la population des dangers pour la démocratie. Le premier tour de l'élection présidentielle se tiendra le 10 avril prochain. Toujours sur la présidentielle, nous continuons notre tour d'horizon des projets et ambitions de chaque candidat. Aujourd'hui, c'est Jacques Maréchal, secrétaire départemental du Parti communiste et soutien de Fabien Roussel qui répond aux questions de nos journalistes. Interview réalisée par Ghislain Schumacher. Fabien Roussel porte un projet Les Jours Heureux. C'est un projet qui veut faire la démonstration que dans un pays comme le nôtre, on peut vivre mieux de son travail, on peut avoir plus de services publics, on peut avoir une France où la vie chère serait un mauvais souvenir. Fabien porte un projet qui est un projet d'une république qui protège, qui répond aux besoins de la population. Nous sommes un parti de militants, un parti d'élus, un parti d'adhérents. Nous avons une action régulière, pas simplement au moment des élections. Nous allons organiser dans la semaine des apéros Roussel pour rencontrer un maximum de gens. Nous en avons prévu un mardi à Metz. Tractage, distribution de tracts, rencontre avec les citoyens, mais aussi dans la dernière semaine, relance de nos adhérents, de nos sympathisants pour que chacun fasse gagner 2-3 voix autour de lui. C'est comme ça qu'on aura le meilleur résultat possible pour Fabien Roussel. Moi, je retiens dans le programme de Fabien deux préoccupations. La nécessité d'augmenter fortement les salaires dans ce pays. Il y a aujourd'hui de plus en plus de salariés qui sont des salariés pauvres, car ils n'arrivent plus à vivre décemment de leur salaire au vu de la faiblesse des salaires et de l'augmentation du prix de l'énergie. La deuxième mesure, c'est les questions de santé publique. Il faut reconstruire un service public hospitalier. Pour sortir l'hôpital de la misère, il faut un plan ambitieux. 100 000 emplois sont possibles et nécessaires pour redonner de l'air à notre service public de santé. Et on passe tout de suite à notre rubrique sport. Baptiste Deveau, monsieur Sport de la chaîne, m'a rejoint. Bonsoir Baptiste. Bonsoir, bonsoir Jean. Grosse actualité, Baptiste, encore une fois, sur les terrains mosellans ce week-end, en commençant par la défaite, encore une, celle du FC Metz face à Monaco à domicile. Les semaines se suivent et se ressemblent pour le FC Metz. La relégation en Ligue 2 se rapproche dangereusement pour les Grenats. Encore une fois, les Messins ont laissé filer de très précieux points pour le maintien. Seul point positif qu'on peut retenir de cette rencontre, c'est le premier but d'Amadou sous le maillot Grenat. Je vous propose de revenir sur cette défaite avec Arnaud Demerlet. Une volée magique pour un but d'anthologie. Une égalisation sublime d'Ibrahim Amadou. Une simple éclaircie lors d'un nouveau long dimanche de funérailles. Malgré ce petit bijou, le 4e but en 2022, les Grenats sont tombés face à une formation monégasque en totale maîtrise. Cadenassé lors de la première mi-temps, Wissam Ben Yedder profite au retour des vestiaires d'une mauvaise intervention de Dylan Brown pour fusiller Marc-Aurèle Caillard et inscrire son 18e but de la saison. Malgré le but encaissé, l'AS Monaco va logiquement reprendre l'avantage sur une tête rageuse de Myron Boidou, oublié au 12e poteau. Autant dire que le rocher s'est simplement fissuré. Voilà, même si tout n'a pas été parfait, il y a encore eu des pertes de balles un peu faciles. Et on prend deux buts évitables. Mais aujourd'hui, moi, les joueurs, et ça ne triche pas. Donc je sais que les supporters demandent de mouiller le maillot. Pour moi, c'est pas un souci de mouiller le maillot aujourd'hui. Voilà, pour moi, aujourd'hui, les joueurs, ils font ce qu'ils peuvent. Ils font ce qu'ils peuvent, mais il faut faire plus. Voilà. Malgré ce nouvel échec, le FC Metz a réagi après la claque reçue à Rennes et a montré un bien meilleur visage dans le jeu. Titulaire pour la première fois depuis son arrivée, Didier Lamkalzey a montré de belles choses, notamment dans sa capacité à conserver le ballon dos au but, permettant à tout le bloc de remonter. Alors Didier nous a apporté cette capacité à tenir le ballon, déjà à permettre à notre bloc de remonter, même si notre bloc n'est pas assez remonté. Voilà, et ça, il y a eu trop d'espace.
Mais il a fait vraiment des choses intéressantes et il a un profil qu'on n'avait pas. Avec les défaites conjuguées de Saint-Etienne, Clermont et Lorient, le FC Metz reste dans la course pour le maintien. Mais il jouera une grande partie de son avenir lors d'une rencontre à la vie à la mort à Bordeaux le 10 avril prochain. Une finale décisive pour le maintien à 8 journées de la fin de saison. Et au classement, Baptiste, le FC Metz ne bouge donc toujours pas. Toujours 19e et relégable. Arnaud le disait très bien dans le reportage. Bordeaux a fait match nul. Clermont, Saint-Etienne et Lorient se sont tous les trois inclinés. Donc c'était le moment pour prendre les points. Mais malheureusement, Metz reste 19e à égalité de points avec Bordeaux. Et ces deux équipes vont se rencontrer ce week-end. Donc c'est un match crucial pour le maintien pour le FC Metz. Et en cas de défaite, on sent que la Ligue 2 va se rapprocher encore un peu plus pour le FC Metz. Et on passe à Metz Handball. Maintenant, elles ont la tête dans les étoiles. Les Dragons sont qualifiés pour le Final Four de la Ligue des Champions. C'était samedi soir. Oui, Jean, 3 ans après leur premier Final Four, les Messines retrouvent le dernier carré de cette compétition européenne. Cette qualification s'est jouée en 2 manches. La première en Allemagne la semaine dernière où les Messines s'étaient imposées 30-22. Et le samedi soir aux arènes qui était un blindé avec 5000 supporters vêtus de jaune qui sont venus encourager les Messines. Les Dragons ont marché, si on peut le dire, sur Dortmund, victoire 32-19 avec 13 buts d'écart. C'est le plus gros écart dans un match de Ligue des Champions cette saison, donc c'est pour montrer vraiment la force de Metz Handball. Et on peut noter bien sûr les 5 buts de Chloé Valentini et de Tamara Horacek qui ont fait vibrer les arènes. Et vous, Baptiste, vous avez assisté à cette rencontre à la fin du match. C'était magique, on peut le dire. Oui, les joueuses et le staff étaient forcément très heureux de cette qualification. Je vous propose de regarder cette joie partagée avec les supporters avec ce reportage. Des larmes, des embrassades et une communion entre les joueuses et les supporters. Ensemble, ils ont écrit l'une des plus belles pages de l'histoire de Metz Handball. Une deuxième qualification pour le Final Four de la Ligue des Champions. Vraiment une des plus grosses ambiances qu'on a jamais vues pour ce match qualificatif pour le Final Four. C'était extraordinaire de la première à la dernière minute. On s'est régalé. Clairement, c'était extraordinaire. Franchement, c'était vraiment super bien. Après la qualification, franchement incroyable, surtout que déjà c'est leur deuxième Final Four. Donc c'est pas mal quand même au niveau de leur palmarès. Ah oui, on n'a pas arrêté, on les a encouragés, on a montré qu'on était là et ça s'est vu au score. Comme au match aller, les fans messins étaient au rendez-vous pour l'affiche de la saison. 4800 supporters ont garni les rangs des arènes pleines à craquer. Un fantastique mur jaune que Metz Handball n'avait pas à envier à Dortmund. Et à quelques minutes de l'entame du 8e de finale retour, les avis étaient unanimes. Ce sera une victoire des Dragons et une qualification pour le Final Four. Écoute, pour moi, ça va être une grande soirée. Il y a énormément de monde. Guichet fermé, à ce que j'ai compris. Victoire au match externe, maintenant à domicile. Ça va être une belle soirée, avec la victoire au bout, j'espère. On croit à la qualification, les filles sont prêtes, elles l'ont prouvé au match aller en allant gagner à Dortmund et on y croit. Je m'attends à une victoire pareil d'une dizaine de buts comme à l'aller. Si la performance était sur le terrain avec la démonstration messine, 32-19, elle était aussi en tribune. Pendant 60 minutes, les supporters se sont égosillés, ont vibré et ont porté les Messines. Les arènes, bouillantes, n'ont fait qu'un avec les Dragons. Une union sacrée pour aller chercher cette qualification. On s'attend à une superbe ambiance, j'espère que ça va le faire. J'espère qu'en termes d'organisation, tout va bien se passer, que chacun va trouver sa place, que les gens vont être présents avec nous. Et puis après, sur le plan sportif, c'est l'équipe qui va faire le travail. Et, j'espère je suis absolument certain qu'on ne prendra pas cette équipe de haut et qu'on va jouer ce match à fond, comme si on repartait à 0-0. On verra bien dans une heure. La suite, on la connaît, il ne reste que 2 matchs à gravir aux Dragons pour décrocher un premier titre européen. Et pas de doute que le mur jaune sera présent à Budapest pour peut-être vivre ce moment historique. Et l'actualité des Dragons est toujours très riche, Baptiste. Effectivement. Si Messines intègre la liste d'Olivier Crumbles en équipe de France,
pour les 2 prochains matchs. 6 messines sur 18, ça fait un tiers des joueuses qui viennent de Metz Handball, c'est incroyable. Je vais vous donner la liste, Chloé Valentini, Orlane Canor, Méline Candy, Tamara Wacek, Emma Jacques et bien sûr la reine Grace Zahadi qui va porter le maillot de l'équipe de France tout en jouant à Metz Handball. Donc c'est magnifique. Elles joueront 2 matchs, le 20 avril contre la République tchèque et le 23 contre l'Ukraine. Le rendez-vous est pris, Baptiste, et à côté, le championnat continue pour Metz Handball. Il reçoit ce mercredi Fleury-Loiret Handball, un match que vous pourrez suivre en direct et en exclusivité bien sûr sur Moselle TV, prise d'antenne à partir de 19h50 avec Arnaud Demerlet. Du handball toujours, Baptiste, mais masculin, je vais y arriver. Les Sarrebourgeois ont quasi validé le maintien samedi soir face à Célestat. Et ce avec la manière, victoire 26-22 contre une équipe alsacienne, un tantinet fébrile et maladroit. Du côté sarrebourgeois, l'état d'esprit a été irréprochable, comme souvent à Coubertin, avec une défense de fer et une attaque de folie pour mettre le feu à l'enceinte sarrebourgeoise. Le gardien Vincent Lagrange a été exceptionnel, tout comme Adrien Schaff et Lucas Limousin qui ont marqué de nombreux buts à la fin de la rencontre. Un succès donc logique, Jean, pour Sarrebourg. Et c'est surtout une belle revanche pour le club de Christophe Bondan, qui avait perdu à l'aller, on se souvient, qui avait perdu cette rencontre alors qu'il menait de 5 buts à 10 minutes de la fin. Et on écoute l'interview de Vincent Lagrange, donc le gardien de Sarrebourg après la rencontre. Le matelas qu'on avait jusque-là, fallait le renforcer. Ce soir, c'était une grosse occasion de le faire. Il y avait une revanche à prendre sur le match aller où on avait tenu le match jusqu'au bout. Là, c'est un peu les mêmes dispositions. On tient le match en attaque jusqu'à la 40-45e. Et à la différence du match aller, en défense, on est resté solide. Quand on a commencé à piocher un peu en attaque sur 5-10 minutes, et ça nous permet de rester devant et puis de valider le maintien ce soir. Et donc le maintien est validé, Baptiste ? Alors mathématiquement, ce n'est pas encore fait, mais on va voir tout de suite le classement. Sarrebourg est 11e avec 20 points, ce qui leur fait 8 points d'avance sur Villeurbanne, le premier relégable. Donc normalement, le maintien est bon pour Sarrebourg en Pro League. Et du basket pour terminer un peu avec le derby entre Metz Canonniers et après, j'ai peut-être une dernière info sur Sarrebourg. Vous avez important. Je vous laisse, allez-y. À noter que Samy Douché a re-signé pour une saison supplémentaire avec Sarrebourg, plus une saison en option. Donc c'est une très bonne nouvelle pour Sarrebourg. D'accord, information de dernière minute. Merci Baptiste. Donc, du côté du basket pour terminer, avec le derby entre Metz Canonniers et Jeuf-Aumécourt, un derby bouillant en tribune, un peu moins sur le terrain. Les Messins ont pris une douche froide. Il n'y a pas eu match de ce derby à Jeuf-Aumécourt. Pour vous donner un petit peu l'état d'esprit avant le match, Jeuf était 12e et se bat pour le maintien, alors que Metz était 3e et se bat pour la montée. Donc il y a vraiment une classe d'écart entre les deux équipes. Mais sur le terrain, il n'y a pas eu match entre les deux équipes. Le Jeuf-Aumécourt est rentré très fort dans cette rencontre et a vite creusé l'écart. Et les Messins n'ont pas su se prendre l'ascendant et battre les Jeuf-Aumécourt. Défaite donc 92-58. Et à noter malheureusement les blessures de Florian Pietrus et de Loïc Akono qui se sont blessés et ne sont pas sûrs de jouer le prochain match. Et le prochain match qui est très important puisqu'on va le voir au classement. Ça sera contre Prissé-Mâcon, une équipe qui joue la montée avec les Canonniers. Donc voilà, c'est un match très important samedi prochain. Une victoire est importante pour les Messins qui veulent monter, on le rappelle, monter en National 1 à la fin de la saison. Merci beaucoup Baptiste. Nous vous retrouvons donc demain à 18h30 dans Moselle Sport. Et bien sûr. Nous terminons cette séquence d'informations avec l'image du jour. Ce dimanche, la salle des fêtes de Morange était remplie de familles et d'amis des postulantes au titre convoité de Miss Moselle 15-17 ans. En tout, 13 candidates ont défilé en musique. Après dépouillement, Jade Chapelier de Boucheporn a été sacrée. A noter que la mairie de Metz ouvre officiellement ses candidatures pour la reine de la Mirabelle. Merci beaucoup de nous avoir suivis. Tout de suite, retrouvez la météo avec René Anne, suivi du Graouli Mag. Je vous souhaite une excellente soirée sur Moselle TV. À demain.